Le cabinet de sécurité israélien s'est réuni. Il a été décidé de rappeler des dizaines de milliers de réservistes pour faire face à l'intensification des actions militaires. Alors bien sûr, ça pèse sur le moral des réservistes qui ont été appelés déjà plusieurs fois. Ça désorganise l'économie israélienne, mais Netanyahou continue son action parce qu'il sait que s'il accepte un cessez-le-feu, ses deux alliés extrémistes, Ben Gvir et Smotrich, démissionneront et que son cabinet pourrait tomber. Et en fait, c'est le même problème depuis plusieurs mois. Quelle est la meilleure façon de libérer les otages, de récupérer les otages? Beaucoup d'Israéliens pensent que seule la négociation pourrait le faire et au prix d'un cessez-le-feu, alors que Smotrich et Ben Gvir disent que si un cessez-le-feu, il quitte le gouvernement et Netanyahou est accusé par une partie de l'opinion israélienne de privilégier son maintien au pouvoir en échange de l'abandon du sort des otages. Mais bien sûr, les premiers à souffrir de la situation sont les civils de Gaza. Benjamin Netanyahou n'en démord pas, il veut mettre fin au règne du Hamas, il considère que la situation est gérable, qu'il y a encore des stocks d'aide alimentaire à Gaza et qu'il peut continuer son blocus. Alors, on a dit que permettrait un nouvel accès de l'aide humanitaire, mais c'est dans des conditions tellement incertaines et tellement spécieuses que personne n'y croit beaucoup. En fait, ça fait 2 mois exactement, qu'il n'y a plus rien qui parvient à Gaza et les stocks sont totalement épuisés. Donc la population civile de Gaza, outre les bombardements qui sont quotidiens, dont on ne parle pas tellement ils sont quotidiens, il y a souvent plusieurs morts, parfois même plusieurs dizaines de morts, mais ça ne fait pas la une des journaux, évidemment. Eh bien, la population civile de Gaza, outre ces bombardements, est soumise à la famine, à l'absence de soins, à l'absence de ravitaillement et effectivement à l'absence d'hygiène tout simplement. Et donc le nombre de morts, estimé à 52 000, est probablement très sous-estimé, non seulement par rapport à ceux qui n'ont pas accès aux soins, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait des gens qui meurent de faim. Ça semble à être déjà le cas pour certains. Benyamin Netanyahou pousse son avantage. En fait, par rapport à l'inaction totale de la communauté internationale, on voit qu'il veut prendre le contrôle de Gaza et que finalement, soumis à des bombardements intensifs, réguliers et incessants, soumis à l'absence d'accès à toute alimentation et à toute aide humanitaire, eh bien, il va être de plus en plus facile de vider Gaza de ses habitants. Et donc, le plan de Trump, que l'ensemble des pays ont refusé, mis à part Israël et les États-Unis, pays arabes, pays européens, pays du Sud global, bien sûr, mais en fait, il est en train de se réaliser sous nos yeux par épuisement des Palestiniens. Il y a bien sûr des protestations officielles de la part des diplomaties, des communiqués qui disent que la situation est inacceptable, mais en fait, on l'accepte. Donc il y a vraiment un écart total entre le degré d'indignation verbale et l'inaction pratique totale. Et Netanyahou n'est pas dupe, il sait très bien cela. Il sait très bien qu'il peut continuer, qu'en fait il ne risque rien, et donc il continue, il est totalement en roue libre. Et en fait, ce qui se passe, c'est effectivement des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Le mot de génocide qui est déjà évoqué par certaines ONG et par certains organismes onusiens risque de s'imposer de plus en plus. Je rappelle une nouvelle fois que la Convention de 1948, une convention non seulement d'interdiction mais de prévention du génocide, mais que rien n'est fait et que les protestations purement verbales à l'égard d'Israël ne semblent pas impressionner Netanyahou. Pourquoi changerait-il d'avis? Pourquoi changerait-il de politique? Depuis déjà plus de 18 mois où les Palestiniens sont soumis à ces bombardements incessants, à ces morts atroces, que s'est-il passé? Rien, aucune pression, aucune sanction. On voit bien la différence entre les sanctions prises à l'égard de la Russie lorsqu'elle bombarde des civils et l'absence totale de sanctions prises contre Israël alors qu'il fait la même chose sur une échelle beaucoup plus grande. Pour ne pas parler de la situation en Cisjordanie, où il y a des villages entiers qui ont été vidés de ses habitants et où la violence des colons se déchaîne de plus en plus dans la plus parfaite impunité. En fait, tout ce que j'écris dans ce livre, Permis de tuer, Gaza, génocide, négationnisme et Hasbara, se révèle de plus en plus exact et j'en suis désespéré. On ne sait plus quoi faire. Le nombre de personnes à qui je parle disent on est complètement démunis, complètement impuissants, on ne sait plus quoi faire. On ne veut même plus regarder les informations tellement elles charrient leur lot d'horreur. Et en fait, on voit bien qu'il ne se passe rien. On ne peut pas dire nous ne savions pas. Il y a les images, elles ne sont pas dans les médias centraux, mais elles y circulent quand même sur les réseaux sociaux, on en parle. On voit donc l'horreur se dérouler sous nos yeux dans la plus parfaite indifférence des décideurs. On réagit par rapport à cela comme s'il s'agissait de calamités naturelles, de choses contre lesquelles on ne peut rien, alors que ce sont des décisions politiques, ce sont des actions politiques, on pourrait réagir, certains vont même jusqu'à la soutenir, et en fait il y a des gens qui pratiquent tout simplement l'apologie des crimes de guerre, en n'étant d'ailleurs jamais inquiétés, tout en conservant leur ronde serviette dans les médias où ils officient.
Le jugement de l'histoire et de l'humanité sera terrible. Alors, je sais que on me dit, tu as pris beaucoup de risques en prenant ce livre. Bah, non, je risque pas grand-chose. Bien sûr, il y a des portes qui se ferment. Bien sûr, aller à contre-courant n'est jamais facile, mais très franchement, on ne peut pas ne rien dire par rapport à ça. Il faut quand même savoir garder la tête haute. Et moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment les gens qui savent ce qui se passe arrivent à rester muets. Comment arrivent-ils à ne rien dire parce qu'ils ne veulent pas avoir d'ennui dans le débat public? Et je ne sais pas non plus par quel raisonnement intellectuel on peut justifier ce qui se passe. Je prends dans ce livre plusieurs exemples d'arguments qui sont mis en avant pour justifier ou excuser l'action de l'armée israélienne, mais ce n'est juste pas possible. Il faudra quand même bien que par la suite le bilan soit fait de ceux qui ont dit non ou de ceux qui ont dit oui, souvent par lâcheté ou par complicité. Alors, est-ce que nous sommes impuissants? Non, nous ne sommes pas impuissants. Si nous sommes impuissants, c'est volontairement. Les réseaux sociaux nous donnent les moyens de nous exprimer. Nous ne sommes pas uniquement des récepteurs passifs d'informations. Nous pouvons participer au débat par ce biais sans même avoir accès aux médias mainstream. Il faut le faire dans le respect de l'autre. Toutes les opinions doivent être admises. Il faut bien sûr condamner toutes les violences, mais il ne faut pas se taire. Et chacun d'entre vous a le pouvoir de s'exprimer, de se mobiliser et d'essayer que cette horreur prenne fin le plus vite possible.